Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui semble presque familier, une fenêtre, et plus précisément le triple vitrage. Bonjour. On a devant nous un document assez technique, principes et performances des systèmes de triple vitrage, et je dois avouer qu'en le lisant, je me suis dit que je n'y connaissais pas grand-chose. C'est souvent le cas. Notre mission aujourd'hui, c'est de démystifier un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette troisième vitre? Est-ce que c'est toujours le meilleur choix? On pense connaître le vitrage, mais on va voir que cette simple couche de verre en plus, eh bien, ça change absolument tout. C'est une excellente façon de poser le problème. Le triple vitrage, on le présente souvent comme le summum, l'étalon or de l'isolation, la solution ultime. C'est ça. Mais comme notre source le montre très bien, la réalité, elle est beaucoup plus nuancée. Ce n'est pas juste une vitre en plus, non. C'est un système complet, une véritable ingénierie où chaque détail compte. D'accord. Et qui dit système optimisé dit aussi avantages ciblés et compromis inévitables. Alors, commençons par le début, l'anatomie de la bête. La définition de base, c'est simple. 3 feuilles de verre, 2 couches de gaz. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment là-dedans? C'est là que ça devient intéressant. On a effectivement 3 plaques de verre. En général, elles font entre 3 et 5 mm d'épaisseur chacune. Mais la vraie magie, elle se passe entre elles. Dans les espaces? Exactement. Ces espaces qu'on appelle des lames sont créés par des intercalaires et ils font entre 12 et 16 mm. Et surtout, ils ne sont pas remplis d'air. Ah, ce n'est pas du vide non plus. Non, le vide, c'est techniquement trop complexe et trop cher à maintenir sur le long terme. En fait, on les remplit avec un gaz rare. Un gaz rare. Oui, généralement de l'argon, parfois du krypton pour le très haut de gamme. Ces gaz sont bien plus denses et surtout beaucoup moins conducteurs de chaleur que l'air. Ils créent deux barrières thermiques qui freinent drastiquement les transferts de chaleur. Donc, si je comprends bien, l'air est déjà un isolant, Oui, mais ces gaz le sont encore plus. C'est un peu comme si on remplaçait le rembourrage standard d'un manteau par un duvet de très très haute technologie. c'est une parfaite analogie. On passe d'une isolation, disons, correcte, à une isolation de haute performance. D'accord. Et bien sûr, toute cette technologie a une conséquence physique très directe, l'épaisseur. Le document parle d'une épaisseur totale de 32 à 44 mm. 44 millimètres. Oui. Pour comparer, un bon double vitrage, c'est plutôt 24 mm. C'est énorme. C'est presque le double. J'imagine que ça pèse une tonne. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste remplacer un vieux double vitrage par un triple comme ça. C'est un point absolument crucial. Le poids est bien plus élevé. Ah oui. Ça exige des châssis, des cadres beaucoup plus robustes, des ferrures, des charnières adaptées pour supporter la charge sans se déformer avec le temps. Donc non, c'est rarement un simple remplacement. C'est une mise à niveau complète de toute la fenêtre. D'accord. En lisant la source, je suis tombée sur un terme qui me semblait un peu marketing. Intercalaire à bord chaud. Ah oui? Concrètement, ça change quoi? Est-ce qu'on le sent vraiment ou c'est juste un détail pour puristes sur une fiche technique? Déjà, c'est Ineternal Sepal. Le bord chaud, c'est un intercalaire en plastique ou en métal fait pour ça. Le but, c'est d'éviter les pertes de chaleur au niveau du bord. C'est une puissée comprise pour réduire les pertes de chaleur. Donc pour laisser comprise, pour booster la puissance de fenêtre jusqu'au plus haut niveau européen. D'accord. En lisant la source, je suis tombée sur un terme qui me semblait un peu marketing, intercalaire à bord chaud. Un an, c'est tout sauf un détail. C'est même l'un des progrès les plus importants de ces dernières années. Pour comprendre, il faut se souvenir des anciennes fenêtres. L'intercalaire, cette pièce qui sépare les vitres. Le contour. Voilà. Traditionnellement, il était en aluminium. Or, l'aluminium, c'est un excellent conducteur de chaleur. C'est un pont thermique, c'est ça? Exactement. C'était le maillon faible du système. En hiver, la chaleur de la maison s'échappait par ce contour en alu. C'était la zone la plus froide de la fenêtre. Et c'est là que l'humidité venait se condenser. C'est ça, Ah, les fameuses petites gouttes d'eau sur le bord de la fenêtre qui finissent par créer des moisissures. précisément. Les intercalaires à bord chaud, ou warm edge comme on dit, sont faits de matériaux composites ou d'acier inoxydable. Ils sont beaucoup moins conducteurs. Il casse ce pont thermique. Voilà, le résultat est double. D'un côté, on augmente l'isolation globale de la fenêtre, et de l'autre, on repousse ce qu'on appelle le point de rosée. La vitre reste plus chaude sur les bords, et donc on élimine quasiment ce problème de condensation. C'est un gain immense en confort et en salubrité. C'est beaucoup plus clair, hein. Le document mentionne aussi un dernier élément, un revêtement faiblement émissif ou LOI.
C'est encore une couche de technologie invisible. Oui, et elle est fondamentale. C'est une couche microscopique d'oxyde métallique, totalement transparente, déposée sur une ou plusieurs faces intérieures du vitrage. Il faut l'imaginer comme un filtre sélectif. Un miroir à chaleur, en quelque sorte? C'est une bonne image, ou une couverture de survie intégrée à la fenêtre. Ah oui, je vois. C'est exactement l'idée. En hiver, la chaleur dans votre chauffage, c'est une onde infrarouge. Ce revêtement va la réfléchir, la renvoyer à l'intérieur de la pièce, l'empêchant de s'échapper. D'accord. C'est une technologie qu'on trouve aussi sur les bons doubles vitrages, attention, mais elle est indispensable sur le trip pour qu'il atteigne son plein potentiel. C'est vraiment la combinaison de ces 4 éléments, 3 vitres, 2 lames de gaz, bord chaud et revêtement Loïc qui crée cette très haute performance. D'accord, donc on a cette sorte de sandwich high-tech. J'imagine que tout cet effort, ça se voit sur les chiffres. Comment est-ce qu'on mesure concrètement cette fameuse performance UG? Alors l'indicateur clé pour le vitrage, c'est le coefficient UG. UJ. Oui, il mesure la quantité de chaleur, en watts, qui s'échappe par mètre carré de vitre pour chaque degré de différence entre l'intérieur et l'extérieur. La règle est simple, plus le chiffre est bas, meilleur est l'isolant. Et alors, ça donne quoi ce match triple contre double? Les chiffres du document sont sans appel. Pour un triple vitrage performant, on va atteindre un UG de 0,5 à 0,7. 0,6 en moyenne, disons. Et pour comparer, un bon double vitrage, on est à combien? Un très bon double vitrage actuel, on est autour de 1,0 ou 1,1. Ah oui, quand même. C'est quasiment le double de déperdition. La différence est énorme. C'est une amélioration de 30 à 50%. Et si on compare à un simple vitrage, juste pour rire? Un simple vitrage, c'est un UG d'environ 5,8, une véritable passoire thermique. D'accord. Par rapport à ça, un triple vitrage divise les pertes de chaleur par la fenêtre par un facteur de 10. 10? Concrètement, en plein hiver, la surface intérieure de votre vitre sera presque à la même température que l'air de la pièce. Fini cette sensation de paroi froide qui vous glace le dos quand vous êtes près de la fenêtre. C'est vrai que les chiffres sont impressionnants. On pourrait se dire que le match est plié, mais en lisant la source, il y a un passage qui m'a vraiment interpellé. Il y a un compromis. Voilà, on arrive au point le plus subtil et pour moi le plus fascinant. On vient de parler des pertes de chaleur, où le triple vitrage est le champion incontesté. Mais une fenêtre, ce n'est pas qu'une source de perte. C'est aussi une source de gain. Les apports solaires, le chauffage gratuit du soleil en hiver. Exactement. Et c'est là que le paradoxe apparaît. Pour isoler au maximum, le triple vitrage et ses multiples couches, eh bien, il filtre un peu plus la lumière et donc la chaleur du soleil. Le document nous donne les chiffres. Alors? Un triple vitrage laisse passer environ 50 à 60% de l'énergie solaire. D'accord. Un bon double vitrage, lui, est un peu plus généreux. Il en laisse passer environ 63%. Attendez, ça c'est complètement contre-intuitif. On nous dit depuis des années qu'il faut isoler au maximum pour faire des économies. Et là, vous êtes en train de dire que la fenêtre la plus isolante sur le papier peut en fait nous priver de chaleur gratuite. C'est précisément ça. Que dans certains cas, le double vitrage serait un meilleur choix pour le bilan énergétique global? Tout à fait. Imaginez une grande baie vitrée orientée plein sud. Oui. Durant une belle journée d'hiver ensoleillée, la quantité de chaleur gratuite qu'un double vitrage va laisser entrer peut être supérieure au surplus de déperdition qu'il a par rapport à un triple vitrage la nuit. Le bilan net sur 24 heures peut donc être à l'avantage du double vitrage. C'est fou! Ça veut dire que le choix du vitrage ne devrait pas être uniforme pour toute la maison? Absolument. Il doit être stratégique. Le triple vitrage est imbattable sur une façade nord, qui ne voit jamais le soleil et où le seul objectif est de minimiser les pertes. Logique? Mais sur une façade sud, le débat est ouvert. Un excellent double vitrage peut être un choix plus judicieux pour maximiser ces fameux apports solaires passifs. La meilleure solution n'est pas la plus extrême, c'est la plus adaptée. Le choix est donc bien plus qu'une question de température, c'est un vrai calcul stratégique. Mais une fenêtre, ce n'est pas qu'une barrière thermique. Moi qui habite près d'un boulevard, la première chose à laquelle je pense, c'est le bruit. Bien sûr, Qu'est-ce que cette troisième vitre apporte sur le plan acoustique? c'est un bénéfice souvent perçu comme secondaire, mais qui peut transformer le quotidien. La source parle d'une réduction du bruit de 35 à 40 décibels. Et ça représente quoi, concrètement? Pour se faire une idée, passer de 70 à 35 décibels, c'est un peu comme passer du bruit d'un aspirateur au calme d'une bibliothèque. Ah oui, d'accord. Pour une habitation en milieu urbain, près d'un aéroport ou d'une voie ferrée, c'est un gain de confort absolument spectaculaire. Et comment ça marche? C'est juste l'effet de masse, le poids du vitrage qui bloque le son? La masse joue un rôle, bien sûr. Mais le plus important, c'est la rupture des milieux.
Une onde sonore, elle perd de l'énergie à chaque fois qu'elle doit passer d'un matériau à un autre. Ici, elle doit traverser verre, puis gaz, puis verre, puis gaz, puis verre. C'est un vrai parcours du combattant pour le son. D'accord. Et les fabricants ont une astuce mentionnée dans la source pour être encore plus efficace. Ah, il y a un secret de fabrication. Oui, chaque épaisseur de verre a ce qu'on appelle une fréquence de résonance. C'est une fréquence sonore qu'elle a tendance à laisser passer plus facilement. D'accord. Si les 3 vitres font la même épaisseur, disons 4 mm, elles seront toutes vulnérables à la même fréquence. Pour éviter ça, on utilise un vitrage asymétrique. Par exemple, une vitre extérieure de 5 mm, une au milieu de 4 mm et une intérieure de 3 mm. Ah, c'est génial comme idée. Donc ce n'est pas juste plus c'est épais, mieux c'est une question de désaccord calculé pour piéger une plus large gamme de sons. C'est exactement ça. On crée une disharmonie volontaire qui rend le vitrage efficace contre un spectre de bruit beaucoup plus large, des basses fréquences de la circulation au bruit plus aigu. D'accord. Donc on a un produit qui est super performant thermiquement et acoustiquement, mais avec cette nuance cruciale sur les apports solaires. J'imagine que ça ne peut pas être la solution miracle pour toutes les fenêtres de la maison, n'est-ce pas? Non. Comment les professionnels décident où cette technologie est vraiment pertinente? La source est très claire là-dessus. Ce n'est pas une solution universelle. C'est devenu la norme dans certains contextes très précis. Le premier, c'est le contexte géographique. Les pays froids, j'imagine. Exactement. Dans les climats aux hivers longs et très froids, la question ne se pose même plus. L'exemple de la Suède est frappant. Le triple vitrage y représente 70% du marché. Là-bas, l'objectif numéro 1, c'est de conserver chaque watt de chaleur. Et en dehors des pays nordiques? Le deuxième grand domaine, c'est celui des constructions neuves qui visent une très haute performance énergétique. Les bâtiments passifs? Oui, les bâtiments passifs ou à énergie positive. La source cite la Suisse et ses labels très exigeants, Minergie-P et Minergie-A. Pour atteindre ces standards, il faut une enveloppe du bâtiment quasi parfaite. Le triple vitrage n'est pas une option, c'est une condition sine qua non. D'accord. On ne peut tout simplement pas atteindre ce niveau d'isolation avec du double vitrage. Donc, dans un pays au climat plus tempéré comme ici, ça pourrait être considéré comme excessif dans certains cas, surtout pour de la rénovation. Ça dépend du projet. Mais pour une approche raisonnée, la recommandation générale serait celle-ci. Le triple vitrage est idéal pour les régions froides, indispensable pour les constructions neuves très performantes et pour le reste, on fait du cas par cas. Voilà, on l'utilise de manière stratégique sur les façades les moins ensoleillées, c'est-à-dire au nord et à l'est. Sur ces façades, les apports solaires sont de toute façon très faibles ou nuls, donc le seul enjeu est de limiter les pertes. C'est là que le triple vitrage donne son plein potentiel, sans aucun compromis. On arrive au terme de cette analyse. Si je devais résumer ce que j'ai retenu, c'est d'abord que le triple vitrage, c'est bien plus qu'une simple vitre en plus. C'est un système complexe. Oui, avec des gaz spéciaux, des bords chauds, des revêtements invisibles. Tout à fait. Ensuite, que sa performance thermique est exceptionnelle pour limiter les pertes de chaleur. Le coefficient UG est quasiment 2 fois plus faible qu'un bon double vitrage. Mais, et c'est le grand mais, il faut être conscient de ce fameux compromis sur les apports solaires. Il capte un peu moins la chaleur gratuite du soleil. Ce qui peut rendre le double vitrage plus pertinent sur une façade plein sud. Exactement. Le choix n'est donc pas triple c'est mieux, mais plutôt une question d'équilibre et de contexte. On peut aussi ajouter qu'il offre une barrière acoustique vraiment remarquable, un avantage majeur en environnement bruyant. Et enfin, qu'il est surtout la norme dans les climats froids et pour les bâtiments neufs visant l'excellence. C'est une synthèse parfaite. En définitive, on a une vision beaucoup plus nuancée et intelligente de cette technologie. Exactement. Et si on peut conclure sur une pensée pour aller plus loin, notre source se concentre brillamment sur la performance du composant fenêtre. Oui. Mais elle nous invite à dézoomer, à regarder le bâtiment dans son ensemble. Historiquement, la fenêtre, c'était le maillon faible de l'isolation. C'est vrai. Aujourd'hui, avec le triple vitrage, elle devient l'un des points les plus forts de l'enveloppe. Et la question qui se pose alors, c'est où se trouve le nouveau maillon faible? Est-ce les murs, le toit, l'épine thermique de structure? On déplace le problème en quelque sorte. On le déplace et ça nous montre à quel point la conception globale d'un bâtiment, son orientation, sa compacité, devient encore plus cruciale pour vraiment tirer parti de ces technologies. La fenêtre n'est plus le problème, elle devient la pièce maîtresse d'un puzzle bien plus grand.